Tov, eh bien, Boker Tov les Koulam, je vous remercie de tous vos encouragements pour le livre. On est très heureux avec les éditions Va que ça marche bien, que les gens soient intéressés. Tenez-vous prêts à acheter le prochain. On est déjà en train de bosser parce qu'il y a un moment donné, quand faut y aller, faut y aller. Alors, aux alentours de 8h30, comme ça, et j'ai envoyé un message à un certain David Altar, lui demandant de quoi vont parler les autres rabbins ce matin, parce que j'imagine qu'on va parler de Hanouka. Et David Altar répondant, le Rav Cherki, le Rav Yoel vont dire des trucs, vous dites des autres trucs. Et donc on a convenu de ce que je devais dire ce matin. Et pourtant, c'est pas du tout ce que je vais vous dire ce matin. Crochez vos ceintures parce que il y a des choses que j'ai pas mis dans le livre et je le regrette pas, mais je me dis que voilà, je me suis en fait laissé des zones d'ombre pour que je puisse continuer à donner des cours et que les gens ne disent pas ah non mais c'est déjà marqué dans le livre. Donc on va parler d'autre chose. Les amis, en avant, c'est parti. Alors suivez-moi parce que ça va partir en cacahuète. Alors allons-y. Nous sommes en 1805. En 1805, eh bien, pour être exact, le 2 décembre 1805, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une grande coalition. Après la défaite et après la capitulation des Autrichiens à Ulm, eh bien, Napoléon a donné l'ordre à ses troupes de marcher sur Vienne. À ce moment-là, en novembre 1805, la grande armée française, 200 000 hommes, a franchi le Danube et se prépare à arriver à Vienne. Sauf que là, il faut se mettre dans une réalité où, que faire? Eh bien, les amis, c'est à ce moment-là, les 1er et 2 décembre, que vont arriver la coalition. Alors, une coalition qui est russe et autrichienne, même un peu prussienne, va arriver le royaume de Moravie en Autriche dans une petite bourgade appelée Austerlitz. Et c'est là que l'empereur va défoncer les Autrichiens, les Russes et les Prussiens et va remporter la bataille d'Austerlitz. Bataille incroyable, victoire de l'Empire, la France est au sommet de l'Europe. Ça y est, le petit caporal, comme on l'appelait, est le maître de l'Europe. Voilà, voilà. Je viens de vous faire un résumé de ce que les chauvins français aiment à raconter quand il s'agit de l'histoire de Napoléon. Mal à Assotte que quand on regarde l'histoire de France, après Austerlitz, il y a eu, comment vous dire, il y a eu la bataille d'Eylau, la chute de Napoléon numéro 1. Et puis après son retour de l'île d'Elbe, eh bien, il y a eu la bataille de Waterloo. Et finalement, Napoléon est tombé et a perdu. Alors, ma question est la suivante, les amis. Vous qui connaissez un petit peu l'histoire de France, est-ce que, si on peut être sérieux en parlant de Napoléon comme étant le grand général victorieux, l'empereur victorieux d'Austerlitz, et ne pas parler de la fin du film? Mal à Assotte qu'au final, Napoléon, il a perdu. Et mal à Assotte qu'en 1815, la bataille de Waterloo, c'est la fin de l'Empire napoléonien. Est-ce que vous considéreriez que Napoléon, c'est une réussite? Je ne parle pas des choses qu'il a réussi à faire, mais au niveau militaire. Est-ce que Napoléon a gagné ses batailles ou est-ce qu'au final, c'est la bataille finale qui détermine?
C'est bien beau de marquer 2 buts en première mi-temps. Mais si tu perds 3-2 à la fin, bah, t'as perdu le match. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi il nous raconte l'histoire de France, celui-là? Il avait tellement plus rien à dire sur Hanouka? Eh bien, les amis, voilà. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de plusieurs petites choses. La première, je voudrais savoir quel est le véritable héros de Hanouka. Et pour ça, eh bien, j'aimerais vous faire écouter une petite chanson, une petite chansonnette. Donc la question c'est, est-ce que je peux partager? La réponse est, j'espère oui, très vite. Je vous fais écouter une petite chansonnette. Hop là. Voilà. Attention. C'est parti. Est-ce que... Hop. Attends, ça c'est la pub. Voilà. Attention, ça vient. Yofi. Alors, je vais vous partager ça comme il se doit. Oui, oui, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Hop là. Yofi. Attention, je share avec tout le monde. Messieurs, dames, tenez-vous prêts, c'est parti. עדות ישראלית, לגדול עם השירים. יונתן הקטן רץ בבוקר אל הגן, הוא טיפס על העץ, אפרוחים חיפש. אוי ואבוי לו לשובב, חור גדול במכנסיו, מן העץ התגלגל ועונשו קיבל. Et voilà, messieurs, dames, vous avez reconnu, j'espère que tout le monde a bien entendu, la chanson de Yonatan Akatan. Oui, les amis, bon, allez, on va arrêter de dire n'importe quoi. On va rentrer dans le vif du sujet. Napoléon a perdu à Waterloo, il a perdu à Eylau, donc la victoire d'Austerlitz, c'est bien gentil, mais au final, il a perdu. Les amis, Yehuda Maccabi a perdu. Yehuda Maccabi, le héros de Hanouka que tout le monde connaît et tous nos enfants vont raconter les exploits de Yehuda Maccabi. C'est vrai, Yehuda Maccabi a gagné les 7 premières rencontres, les 7 premiers combats. En vrai, le 5e, c'est un peu une petite défaite. Mais le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le 6e, le 7e, des victoires éclatantes de Yehuda. Et après le 4e combat, vous le savez, vous l'avez vu dans le livre, on revient à Jérusalem. On revient au Beth Amikdash, Hanouka, blablabla. Aval, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À la fin du 8e combat, Yehuda meurt. Il a été battu, c'est pas Yehuda qui meurt. C'est toute l'armée de Yehuda qui est décimée, qui est battue par les Grecs. Et vous croyez que les Grecs, ils vont laisser le Beth Amikdash continuer à être pépère? À la mort de Yehuda, les Grecs reviennent. Les Mithyavnim reviennent. Les Xérotes, les décrets d'Antiochus reviennent. On a perdu. Rabotai, on a perdu. Après Yehuda à Maccabi, on a perdu. Je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer en fait l'histoire. Azegmor veshir mizmor Hanoukat amizbeach. Oui, on a fait Hanouka, mais on a fait Hanouka pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Non, j'exagère. Je dis n'importe quoi, autant pour moi, 3 ans. Slicha. Pendant 3 ans, on a fait Hanouka. Et puis finalement, en l'an moins 161, ça y est, les Grecs sont revenus. Et c'est terminé. Donc, a priori, on aurait pu dire qu'on l'a perdu, cette guerre de Hanouka. Juste après la mort de Yehuda, son frère Yochanan
alors que Éléazar est déjà mort pendant le 5e combat, mais c'était Yehuda le chef, donc le fait que Éléazar meure, bon bah ça fait mal au cœur, mais les gens n'ont pas arrêté pour autant. Après la mort de Yehuda, Yochanan va mourir parce que ceux qui avaient signé un décret avec Yehuda, à savoir les Nabatéens, eh bien ne vont pas respecter leur engagement et vont tuer Yochanan. À ce moment-là, faut que vous compreniez que toute personne sensée arrête le combat. On a perdu, on a perdu. Et c'est là qu'arrive le véritable héros de Hanouka. Le véritable héros de Hanouka, il s'appelle Yonatan. Yonatan Akatan, Ratzba Boker Elagan. Yonatan, le frère cadet. Alors, c'est pas le plus jeune c'est Shimon, mais l'avant-dernier plus jeune, Yonatan. C'est lui qui va être le véritable héros de Hanouka. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il décide, après la mort de Yehuda, après la mort d'Elazar, après la mort de Yochanan, il décide de ne pas abandonner. Il décide de rester aux commandes de l'armée juive. Mais il décide de tout changer. L'armée de Yehuda a perdu. Vous savez pourquoi elle a perdu? Bah non, vous savez pas, parce que vous lisez pas les histoires de Hanouka et que j'ai pas tout marqué dans le livre. Mais l'armée de Yehuda a perdu parce qu'elle est composée exclusivement, et je dis bien exclusivement, de Chayalei Milouim. Elle est composée de Milouim Nikim. Ça veut dire quoi être un Milouim Nik? Ça veut dire que quand il n'y a pas de combat, tu es à la maison avec famille. Et ça veut surtout dire que quand il y a un combat qui arrive, il faut rassembler tout le monde. Et le problème, c'est que le 8e combat de Yehuda qu'il va perdre et il va trouver la mort, c'est parce que l'armée de Yehuda n'arrive pas à se rassembler suffisamment vite. Yehuda, au top de son commandement, a une armée de 10 000 hommes, mais comme je l'ai dit, qui sont des milouimniks. La première chose que va faire Yonatan lorsqu'il décide de continuer le Mered, de continuer la révolte contre les Grecs, c'est de dire on ne fera pas les mêmes erreurs que mon grand frère. Et pendant 9 ans, il se recroqueville dans les montagnes du Shomron, fait profil bas et réunit une armée. Pas des milouimniks, une armée régulière. Et au bout de 9 ans, Yonatan est à la tête de 40 000 hommes qui ne sont pas des gens qui travaillent chez eux la journée et qui viennent le soir se battre. 40 000 soldats qui sont son armée régulière. Et fort de cette réalité nouvelle que les Grecs n'ont pas du tout prévue, alors il sort en guerre. Alors il sort en guerre Be'urvot Yarden dans la région de Yéricho, et c'est là-bas qu'il va commencer à avoir des victoires que Yehuda lui-même n'a pas réussi à avoir. À tel point, les amis, qu'en l'an 155, avant, donc moins 155, le nouveau patron des Grecs s'appelle Bakrides. Et Bakrides va reconnaître Yonatan. On lui reconnaît un statut de gouverneur régional. Et c'est là que je vais commencer à dire quelles ont été les grandes différences entre Yehuda Maccabi et Yonatan à Hashmonaï.
Au-delà du fait que l'un fait une armée de Milouim et l'autre fait une armée de métier, l'autre grande différence, c'est quel est l'objectif. Quel est l'objectif de la guerre? C'est crucial, particulièrement par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Yehuda Maccabi, écoutez-le, je vous en prie, écoutez-le, je vais vous lire 2 secondes Yehuda Maccabi. לא ברוב חיל הניצחון, ולא בכוח הזרוע הגבורה, כי לנו מלחמת קודש היא. הם באים אלינו ברדיפה ובחמאס, לבטל את התורה, את תורת אלוהינו, ולהשפיל את עמנו, ואנו נלחמים על נפשותנו, על תורתנו, והשם הוא ימחוץ אותם לפנינו. Je traduis, ce n'est pas avec un nombre supérieur que nous allons gagner. Ce n'est pas avec la force de notre bras que nous sommes puissants, car nous faisons une guerre de sainteté. Ils viennent pour annuler la Torah de notre Dieu et détruire notre peuple. Nous combattons pour notre âme et pour notre Torah, et Dieu va nous aider. Sefer HaMaccabim Aleph, chapitre 3. Mes frères, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ce nombre incroyable. Rappelez-vous, ils ne peuvent rien. Ils seront punis par l'Éternel. Et nous nous soumettons à Dieu pour nous libérer et nous faire gagner. Tournez-vous vers Akadosh Baruch Hu et sachez, Hu Yakum Gam Apam Le'ezratenu. C'est de nouveau lui, Dieu, qui nous sauvera. Maccabim Aleph, chapitre 4. Il n'y a pas de force dans ces goïms. Ils n'ont que l'orgueil comme force. Mais nous avons la force du ciel. Ils viennent à nous avec leur armée, leurs armes, et nous venons au nom de Dieu. Rappelez-vous comment ils ont profané le temple. Levez-vous et battez-vous avec force, car Dieu va nous donner ses ennemis dans nos mains. Maccabim Bet, chapitre 8. Mi mefached, ceux qui ont peur, vous croyez qu'ils peuvent nous battre? Celui qui a peur, qu'il rentre chez lui. Mais celui qui est prêt à donner sa vie pour la Torah et le Bet Amikdash, qu'il vienne avec moi. Et si nous devons mourir, alors nous mourrons comme des giborim. Et Dieu, le Dieu de nos pères, va nous sauver. Maccabim Aleph, chapitre 3. Et enfin, nous dit ici, Anu nilchamim lo rak al artzot ve'al chomot, אלא על נשמת עמנו, על התורה שנמסרה לאבותינו, על המקדש שהוא לב האומה. Vous comprenez de quoi on parle? Yehuda Maccabi est le plus grand rabbin de son époque, certainement. Il n'y a pas plus religieux que Yehuda Maccabi. Tous ses discours sont tournés vers la Hashem à Yeshua. Alors c'est magnifique, c'est extraordinaire. Mais le problème, c'est qu'il se bat pour quoi? Il se bat pour le Mikdash et pour la Torah. Résultat des courses, lorsqu'il a réussi, lors du 4e combat, de délivrer le Beth Amikdash et de permettre l'annulation des décrets pour un temps, eh bien, de son point de vue, la guerre est terminée. Et donc, il libère ses soldats, et c'est ce qui va faire que juste après, les Grecs reviennent, et il perd un premier combat, il en gagne 2 autres, mais finalement, il perd le dernier, c'est la fin de Yehuda Maccabi. Yehuda était un général d'une émouna exemplaire, mais qui se battait uniquement pour le Beth Amikdash. Jonathan, son frère, comprend que si on se bat uniquement encore une fois pour
arriver à Jérusalem et libérer le Beth Amikdash, eh ben on le reperdra le Beth Amikdash. Et c'est pour ça que lui, pendant 9 ans, il va se constituer une armée. Et lorsqu'il arrivera à Jérusalem, c'est fort de 40 000 hommes qu'il ne compte pas relâcher chez eux après. Parce que pour Yonatan Hashmonaï, il ne s'agit pas de vaincre militairement sur le champ de bataille et c'est tout. Il s'agit d'obtenir l'indépendance du pays. Il s'agit de devenir un État souverain. En moins 153, on est 9 ans après la mort de Antiochus Epiphanes. Alors, il faut savoir qu'Antiochus meurt, lorsqu'il meurt, son fils, qui a 9 ans, monte sur le trône, mais en fait, c'est Lysias, le général, qui gère tout, mais il est corrompu, et au bout de 2 ans, il y a un autre homme qui devient le patron des Grecs, et ce patron des Grecs, ce nouveau patron des Grecs, il s'appelle Démétrios Arichon. Démétrius I, et bon, ça va être pas génial non plus. Finalement, il y a toute une guerre interne chez les Grecs, entre les Grecs du Nord et les Grecs du Sud. Locachour, venez, on ne rentre pas là-dedans. Le fait est qu'au final, celui qui va devenir le nouveau patron, excusez-moi, celui qui va devenir le nouveau patron des Grecs s'appelle Démétrios Achéni. Et Démétrios Achéni, nous sommes en moins 145. Vous voyez on a vachement avancé dans le temps. Vachement avancé dans le temps. En moins 145, alors que Jonathan est à la tête de ses 40 000 hommes, qu'il a gagné tous les combats qu'il a fait, bien plus que Yehuda. En plus, c'est un stratège encore meilleur que son frère, et en plus, c'est un homme d'État. Il a réussi à faire des alliances avec les dirigeants grecs, et Jonathan, en moins 145, va recevoir une lettre. Je vous la lis parce que franchement, ça vaut le coup. Hameler Démétrius envoie cette lettre à Jonathan, son frère, et à tout le peuple de Judée, Shalom Uvracha. Je vous envoie ici cette lettre-là que j'ai envoyée, et je tiens à vous dire que vous êtes mes partenaires. On a ici le chef des Grecs qui envoie une lettre à Jonathan en disant « Ok, t'es mon frérot, tout va bien ». Il va même permettre aux Juifs de Judée de ne plus payer d'impôts à l'Empire grec. Ben, ça a marché alors. Ça a marché. On est en moins 145. Et alors que la guerre a commencé plus de 20 ans auparavant, 22 ans plus tôt, ça y est, Jonathan a réussi à faire plier l'Empire grec, pas parce qu'il a gagné simplement des batailles militaires, mais parce qu'il a suffisamment de quoi tenir ses victoires militaires. Et à ce moment-là, il y a un des représentants de Démétrios qui s'appelle Tryphon. Vous connaissez peut-être Tryphon Tournesol dans Tintin. Ben, il y a Tryphon, le général, qui est en fait gouverneur du nord d'Israël. C'est la région qui n'est pas encore dominée par Jonathan, la région de Akko. Et il lui dit, viens mon frère à Akko, viens, on va aller voir, viens, on va se signer des accords, ça va être génial, on va faire la paix. On va faire la paix, tu laisses une petite autonomie grecque dans le nord, et toi, je te laisse ton autonomie à toi dans tout le reste du pays, tout ira bien, yallah. C'est-à-dire qu'il vient de recevoir une demande de paix de la part de l'Empire grec. On n'a jamais vu ça. Et à ce moment-là, Jonathan fait sa seule erreur. L'erreur de Yehuda, c'est de ne pas avoir continué le combat jusqu'à l'indépendance de la nation. Lui, il s'est battu que pour l'indépendance de la religion. L'erreur de Jonathan, la seule erreur de Jonathan, va être de croire lorsque les goïms lui disent on est ton meilleur copain.
il arrive à Akko. Il a- vous m'entendez? Hop, c'est revenu là maintenant. Il arrive à Akko. Il arrive à Akko, voilà. Il arrive à Akko et il a renvoyé une grande partie de son armée parce que ça y est, la paix va être signée. Et il arrive avec un petit contingent à Akko. Et en fait, c'était pas du tout des accords de paix, c'était des accords d'Oslo. Et finalement, Tryphon va massacrer ses hommes et va lui trancher la tête qu'il va balancer dans la piscine. Il semblerait qu'à ce moment-là, il y a un homme, un juif, qui est un Talmid Racham, mais qui n'est pas encore le chef d'Israël, qui arrive et qui dit « J'ai vu une tête, j'ai vu une tête comme ça flotter. Est-ce que c'est de lui dont on parle ou pas? C'est pas évident. C'est pas évident. Mais en tout cas, Jonathan va se faire massacrer là-bas. À ce moment-là, au moment où Jonathan meurt, il ne reste plus qu'un seul Hashmonei. Il s'appelle Shimon. Et Shimon aurait eu toutes les raisons du monde d'accepter les conditions de reddition de Démétrius. Mais finalement, Shimon continue son avancée politique, ramène les hommes de Jonathan, parce qu'en fait, c'est une armée de métier. Donc, ils ne sont pas éparpillés tous. Et donc, il retrouve ses hommes et dans les 3 dernières années, va faire plier l'Empire grec et c'est lui qui va imposer ses conditions pour que finalement, en moins 142, il devienne Nessi Israël. Les amis, la guerre de Hanouka, le véritable héros de la guerre, qui a permis qu'il y ait Hanouka, parce que oui, Hanouka Tamisbeach de Yehuda, on a dit ça a pu marcher, parce que finalement on a été reconquis. Il va y avoir une deuxième Hanouka Tamisbeach de Jonathan. La vraie Hanouka, c'est celle de Jonathan. Le véritable héros de la guerre de Hanouka, c'est Jonathan. Alors je vous en parle parce que voilà, j'ai envie de ramener un petit peu la grandeur de ceux qui ont été oubliés. Et entre parenthèses, alors vous avez acheté mon livre ou pas. Si vous l'avez acheté, vous avez remarqué qu'il y a 14 chapitres. Voilà, tu te gardes 2 petits chapitres par soir de Hanouka et avant la fin de la fête, tu l'as fini. Mais si vous l'avez déjà lu, moi je vous conseille vraiment d'acheter un tout petit livre qui coûte moins cher que le mien, qui est beaucoup plus petit que le mien, qui ne fait que 8 chapitres. Ça se lit encore plus vite que le mien. C'est en hébreu. Mais je pense que c'est une nécessité ultime. C'est pas un livre de Torah à proprement parler. C'est un livre d'histoire. Il s'appelle Megillat Hanouka. Megillat Hanouka du docteur Hagi Ben Artzi. Hagi Ben Artzi, entre parenthèses, c'est le beau-frère d'un certain Binyamin Netanyahou. C'est-à-dire, c'est le frère d'une certaine Sarah. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est-à-dire, Hagi Ben Artzi, au-delà du fait qu'il a fait Teshuvah et que c'est un Talmid Chacham Atzoum, c'est aussi un professeur, docteur ou professeur, je ne sais plus, en tout cas d'histoire et d'archéologie, et il a écrit Megillat Hanouka où il résume Sefer HaMakkabim en 8 chapitres, des petits chapitres. Sefer HaMakkabim, c'est des gros pavés. Lui, il résume ça, c'est vraiment tout petit, et je pense que ça vaut vraiment le coup pour connaître l'histoire, tout simplement. C'est 8 chapitres, t'en lis un par soir, t'es refait, ça prend moins d'une demi-heure, t'as même le temps de jouer au Sévivon devant les lumières, et tout va bien. Mais c'est fondamental. Alors, les amis, dans le livre et ici, pendant une demi-heure, je viens de vous faire un retour historique sur Hanouka.
Je sais, c'est mon dada, j'arrête pas de parler de l'histoire parce que je pense que si on ne connaît pas l'histoire et les erreurs du passé et les victoires du passé, on ne sait pas comment gagner aujourd'hui. Vous savez quel a été le discours de Jonathan quand Yehuda est mort et qu'Yochanan est mort? Alors que le peuple entier avait peur que ça soit, ça y est, c'est fini. Jonathan Hashmonaï vient et il dit Ad Anitzachon, jusqu'à la victoire totale. C'est quelque chose qui sonne connu à nos oreilles depuis 2 ans. Ad Anitzachon. Si on ne sait pas ce qui s'est passé à l'époque, ben comment tu veux qu'on arrive à tirer nos enseignements? Donc ça, c'est le côté histoire. Et maintenant, j'aimerais vous amener sur une autre question. J'ai posé la question de qui était le héros de Hanouka. Eh ben, j'espère que vous allez dire à vos enfants, petits-enfants et ainsi de suite, que le héros de Hanouka, c'est plus Jonathan que Yehuda. Désolé. Yehuda, c'est Yehuda. Aval Jonathan, en vrai, c'est plus lui qui a gagné. Donc c'est pas, je veux pas enlever le kavod à Yehuda, mais je veux ramener le kavod à Jonathan. Maintenant qu'on a dit tout ça, j'aimerais poser une question. Pourquoi? Pourquoi Rabbi Yehuda Anassi? Pourquoi les Chachamim, ils nous ont caché la vérité? Je dis qu'ils nous ont caché la vérité parce que le Sefer HaMakkabim, il n'a pas survécu en hébreu. Il a survécu qu'en grec. C'est-à-dire, c'était pas un livre qui était d'usage au sein du peuple juif. Pourquoi les Chachamim ont tellement occulté les personnalités des Hashmonaïm? Jonathan et même Yehuda n'apparaissent pas dans le Talmud. On n'a même pas évoqué leur nom. Quoi, ça vous écorche tellement de rappeler Yehuda, Jonathan? Je vous ai lu les discours de Yehuda. Il y a plus religieux que les discours de Yehuda à Maccabi? Quoi, il n'avait pas la kippa de la bonne couleur? Pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda Anassi dans la Mishnah ne parle pas de lui? Ni de Jonathan, ni de Shimon? Pourquoi la Gemara, dans ses 2 lignes et demie sur Hanouka, ne nous mentionne pas Yehuda? À la limite, Matityahu. Bimé Matityahu ben Yochanan Kohen Gadol Hashmonaï Uvanav. Ribonno shel olam, une kol hakavod le Matityahu. C'est sûr que c'est son éducation qui a permis à ses enfants de faire la guerre. Aval Matityahu, il est mort au bout de 3 mois. 3 mois après le début de la guerre, qui a duré 25 ans, Matityahu est mort. Bon, il n'était pas tout jeune, tu me diras. Mais ça veut dire que quand tu dis dans Alanissim, Bimé Matityahu ben Yochanan Kohen Gadol, ben non, pas Bimé Matityahu. Dis-moi Bimé Yehuda ou Bimé Jonathan. Pourquoi les Chachamim m'ont tellement... Et je veux dire, c'est trop gros pour que ce soit par hasard. On a clairement enlevé de l'histoire juive Yehuda, Jonathan. Il y a un monsieur, alors, je vais vous dire, alors, je vous dis que ce que j'ai appris Shabbat, d'accord? Juste avant Shabbat, je vais vous lire. Vous savez quoi, je vais vous lire, parce que ça vaut le coup. Je ne vais pas vous dire le nom, enfin, quoique, c'est pas, non, pas un problème. J'ai reçu un WhatsApp, ma mâche, juste avant Shabbat. OK? Alors, vous le savez, j'ai écrit un bouquin et j'ai fait plein d'interviews, y compris avec David Altar, mais j'ai fait aussi une interview sur Kalita. OK? Elle est sortie juste avant Shabbat, enfin, elle est sortie vendredi matin. Et juste avant Shabbat, Kaniré, que la personne en question a vu mon interview, et voilà ce qu'il tweet.
Alors, voilà. Voilà ce qu'il marque. Alors, je ne sais pas si c'est sur Facebook ou quoi. Il répond, enfin, il réagit en tout cas à la vidéo, à mon interview sur le livre, tout ça. Et il dit comme ça. Pour ceux qui étaient à notre étude sur Hanouka cette semaine, donc j'imagine qu'il a donné cours ce monsieur, voici une vidéo qui explique Hanouka. Donc c'est la vidéo, mon interview de Hanouka. Voici une vidéo qui explique Hanouka exactement à l'inverse de tout ce qu'on a étudié ensemble dans les textes de la tradition. Alors, je ne sais pas quel est le cours, je n'ai pas vu. Je ne sais pas quel texte il a enseigné. Comme quoi on peut allumer les mêmes bougies et raconter une toute autre histoire. Vous comprenez maintenant pourquoi il est si important à mes yeux de partager avec vous les textes de la tradition quand on fait ce genre d'études. Sans eux, on peut finalement vous raconter absolument n'importe quoi. Amusez-vous bien. Et donc, il me reproche, ce monsieur, de ne pas utiliser les textes de la tradition. Et donc, de dire n'importe quoi. Alors, je ne sais pas quels sont les textes de la tradition qu'il a enseignés. J'imagine qu'il a dû enseigner Masechet Shabbat, les 2 lignes et demie de Masechet Shabbat. Et j'imagine, encore une fois, je ne sais pas. C'est-à-dire, je peux pas dire avec certitude parce que j'ai pas vu le cours. Je sais pas de quel cours il s'agit d'ailleurs, donc je peux pas te dire. Mais j'imagine qu'il a dû enseigner également un autre bouquin, c'est-à-dire qui s'appelle Megillat Antiochus. Megillat Antiochus, j'imagine qu'il a dû enseigner ça. Et Megillat Antiochus, c'est, comment vous dire, c'est un texte ce qu'on appelle un Midrash Agada, qui nous raconte une histoire de Hanouka. Je dis bien une histoire de Hanouka, et non pas l'histoire de Hanouka. Megillat Antiochus Rabotai a été écrit, comment vous dire, d'après Rabbeinu Saadia Gaon, il nous dit que Megillat Antiochus date de la fin de l'époque du Second Temple. Mais mal à Asot, que toutes les études qui ont été faites depuis, Megillat Antiochus maintenant a été, comment dire, d'après tous les historiens possibles et imaginables, y compris les rabbanim historiens de notre génération, Megillat Antiochus a été écrit au Moyen-Âge, à l'époque du Talmud, et se base sur aucune preuve historique, et en fait met par écrit des on-dit sur l'histoire de Hanouka. Maintenant, je veux bien que ce monsieur dise que moi, je me base sur rien. C'est vrai, je ne me base que sur Sefer HaChashmonaïm et sur Yosef Ben Matityahu, des livres d'histoire qui ont été authentifiés. Et je pense que c'est très important parce que oui, nos Chachamim, que ce soit Megillat Antiochus, que entre parenthèses, on ne sait pas trop qui l'a écrit, et que ce soit la Gemara dans Masechet Shabbat, ont décidé, et la Mishnah, ont décidé d'occulter la personnalité de Yehuda, de Jonathan, des Hashmonaïm. Et j'aimerais comprendre pourquoi. Et à mon sens, la réponse est évidente. Mered HaChashmonaïm a réussi. On a battu les Grecs. On a retrouvé notre indépendance et on a pu réussir finalement à retrouver une malchoute. Le problème, c'est que la réussite des Hashmonaïm a entraîné la chute face aux Romains. Parce que le fait qu'on ait réussi face aux face aux Grecs, a fait que lorsqu'il y a eu la première grande révolte contre les Romains, eh bien, sont cités dans les discours de Flavius Joseph, quand il est encore général, sont cités ses ancêtres les Hashmonaïm, c'est-à-dire qu'il prend exemple sur eux. Et la grande révolte contre les Romains de l'an 66 est évidemment motivée par ce qui s'est passé 100 ans auparavant. Enfin, 200 ans. Et la révolte de Bar Korba, elle aussi,
elle est motivée par la réussite des Hashmonaïm. Or, Mala Asot, ben, contre les Romains, ça n'a pas marché. Et ça a amené à une défaite terrible, d'abord avec la destruction du Beth Amikdash, pas le souillage du Beth Amikdash, mais bien la destruction par Titus et Vespasien, et ensuite par la destruction pratiquement totale de l'espoir juif en Eretz Israël après la guerre de Bar Korba. Rabbi Yehuda Hanassi arrive juste après Bar Korba. La Gemara nous dit la chose suivante. Lorsqu'on nous parle de Beitar, de la chute de Beitar dans Bar Korba, Rabbi Yehuda Hanassi pouvait donner, je ne me rappelle plus exactement, je crois que c'est 150 explications, ce qui est marqué dans la Gemara là-bas. Et après, on nous dit que Rabbi Yochanan, lui, donnait encore plus d'explications. Maintenant, Rabbi Yochanan, il arrive après Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, c'est un Tana. Rabbi Yochanan, c'est le début des Amoraïm. Et donc, on pose la question à la Gemara, elle dit comment c'est possible que Rabbi Yochanan y connaisse mieux que Rabbi Yehuda Hanassi? Et la Gemara répond, elle dit non, c'est pas qu'il connaît mieux. C'est que quand Rabbi Yehuda Hanassi je vous ai reperdu. Rabbi Yehuda Hanassi. Ouais, j'ai vu, j'ai figé, je sais pas pourquoi. Ça fait 2 fois, bizarre. Lorsque Rabbi Yehuda Hanassi parle en l'an 200, il y a encore des vieux dans la synagogue qui étaient en vie en l'an 135, qui étaient des jeunes, peut-être d'une dizaine d'années, dans la chute de Bar Korba, donc qui se rappellent, qui ont vu. Et donc la Gemara nous dit que quand il parlait, les vieux se mettaient en larmes, parce qu'ils se rappelaient. Alors que Rabbi Yochanan, c'est encore plus tard, il n'y avait plus personne qui était encore en vie de l'époque. Rabbi Yehuda Hanassi est porteur du traumatisme de l'après Bar Korba, de l'après les révoltes ratées. Et donc Rabbi Yehuda Hanassi, je pense pour sauver la suite du peuple juif, Rabbi Yehuda Hanassi va, et la Gemara après, à mon avis à dessein, va décider de complètement annihiler le souvenir de ceux qui se sont révoltés militairement parlant. Pourquoi? Parce que maintenant, on ne peut plus se révolter. Les Romains sont trop puissants. On a essayé 2 fois, ça a raté, ça a amené au drame qu'on a connu. Donc, daille les révoltes. On ne va pas glorifier des gens qui ont pris les armes, même si c'est des tzadikim et même si c'est des gens qui se sont battus pour Akadosh Baruch Hu. On ne veut pas mettre en avant les gens qui se sont battus. Faudrait pas qu'il y ait un juif qui se lève maintenant et qui décide de prendre les armes. Et on va construire un nouveau judaïsme où la lumière de Hanouka, c'est la lumière de la petite fiole d'huile. Ceux qui ont lu mon livre, vous le savez, je pense pas qu'elle n'a pas existé. Je sais qu'elle a existé, la petite fiole d'huile. Et je sais qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis son tampon de cachérisation grâce à la miracle de la petite fiole d'huile. Et je sais que ça a été ce miracle dans la Ménorah, parce que la Ménorah, c'est Kedushat d'Israël. Pas de problème. Mais en fait, on va créer un nouveau judaïsme qui tourne autour et uniquement autour de la spiritualité intérieure. On ne veut plus mettre en avant les combattants. La preuve, et on en avait parlé quand on avait fait un des petits déjeuners de Horod Vekelim, je vous avais raconté l'histoire de Rabbi Shlomo Molcho. Bon, alors c'est beaucoup plus tard, parce qu'on est au fin du 15e, 16e siècle, donc c'est beaucoup plus tard. Mais je vous avais raconté là-bas l'histoire d'un monsieur qui s'appelait David Ben Shimon, David Ben Yosef, David Ben Yosef, David Areouveni, l'émissaire, le général en chef de l'armée de Shlomo Ben Yosef, roi d'Israël en Arabie Saoudite. De ces combattants juifs qui ont fait régner un royaume juif pendant près de 1000 ans, sur près de 300 000 juifs là-bas en Arabie Saoudite, à Khaybar. Mais personne n'en parle.
Aucun chacham n'en a parlé, parce qu'on ne veut pas mettre ça en avant. Parce que pendant 1800 ans, Hanouka, c'est la petite fiole d'huile. Et je pense que Rabbi Yehuda Hanassi fait ça pour sauver le peuple juif. Parce que si on continue à motiver les gens à se battre, à se rebeller alors qu'on est en exil, ça ne marchera pas. Mais c'est ça le problème. Bonjour, il y a aussi le fait que les Rachmanim étaient Cohen et ne devaient pas garder le pouvoir. Mais d'accord, mais tu as raison. Tu as raison, virgule, selon le Ramban. Le Rambam, ça ne le dérange pas du tout que les Kohanim y soient rois. Tu as raison, d'après le Talmud de Babylone. D'après le Talmud de Yerushalmi, dans Maseret Orayot, qui nous dit En Moshrim Kohanim Melachim. Mais d'après le Talmud de Babylone, ça ne le dérange pas, a priori, qu'un roi puisse être Kohen. Et puis je vais te dire mieux que ça. Les Hashmonaïm eux-mêmes, la première génération qui ont gagné la guerre, ne sont pas devenus rois. Même Shimon Hashmonaï qui gagne la guerre ne se couronne pas roi, il se fait appeler Nessi Israël. Ce n'est que son fils qui va devenir roi. Alors oui, les Hashmonaïm, mais les Hashmonaïm au final, ils sont tombés. Vous savez, quand on parle 2 secondes Hashmonaï, je ne sais pas si vous connaissez 2 secondes l'arbre généalogique des Hashmonaïm. Je vous montre ça, tchic-tchac. Voilà. Je vous repartage ça 2 secondes. Hop là. Juste parce que les gens ne connaissent pas trop ça. Mais regardez l'arbre généalogique. Il y a un monsieur qui s'appelle Yohanan Sera Cohen. Ensuite, il y a Matityahu à Cohen. Donc ça marche avec Alanissim qui nous dit Bémé Matityahu Ben Yohanan. Matityahu a 5 enfants. Yohanan, c'est l'aîné. Shimon, Yehuda, Elazar et Yonatan. Donc on a dit Yonatan, notre héros. Finalement, c'est Shimon qui va être le dernier en lice. Shimon a un fils qui va s'appeler Yochanan Orkenus Arishon. Et lui, eh bien, il va devenir roi. Mais tu regardes que déjà là, on est dans la 2e génération après la victoire. On a déjà un nom qui est gréquisé. Yochanan Orkenus. Et là, vous voyez la pièce de monnaie qui a été frappée à son nom. Ensuite, Yochanan Orkenus, il a des enfants. Un qui va s'appeler Antigonos Arishon, l'autre Yehuda Aristobulus Arishon, Alexander Yanai, Veshlom Tzion Amalka, qui sera sa femme. Donc Yehuda Aristobulus devient le roi après Yochanan Orkenus, il meurt et c'est son frère Alexander Yanai, Yochanan Alexander, donc là aussi non juif, non grec, qui se marie avec Shlom Tzion Alexandra Amalka. Et ils vont avoir 2 enfants qui s'appellent Orkenus Hasheni et Aristobulus Hasheni. Il n'y a plus de non-juifs. Et Aristobulus Hasheni va avoir un fils qui s'appelle Matityahu Antigonos Hasheni, qui va être tué par Hérode. Et ensuite, il va avoir la maison de Hérode, qui va se marier avec Myriam, la dernière descendante des Hashmonaïm. Il va avoir un fils qui s'appelle Aristobulus, un fils qui s'appelle Agrippas Arishon, ensuite Agrippas Hasheni, Béréniki qui va forniquer avec les Romains, et ça c'est une autre histoire. Bekitsour, Nachon, les Hashmonaïm, finalement, ils sont tombés. C'est Nachon, mais la première génération, c'était des tzadikim de folie. Donc Rabbi Yehuda Hanassi décide de les éclipser de l'histoire parce qu'on ne veut plus d'idéal combattant. Et pendant 2000 ans, on va créer un judaïsme de petite fiole d'huile. Encore une fois, la petite fiole d'huile, elle est vraie. Mais pendant 1700 ans, 1800 ans, on en a fait l'essentiel, pour ne pas dire l'unique raison de Hanouka. Finalement, arrive au 19e siècle et au 20e siècle le sionisme laïque. Le sionisme laïque se cherche des héros dans l'histoire. Et donc, ils vont réhabiliter les Hashmonaïm, les Bar Korba, les personnalités qui se battent, les Shimshon, les Gidon dans le Tanakh. Et ils vont créer
un concept qui est l'inverse de 1800 ans d'exil. Ils vont créer le concept qui s'appelle Me'atanar la Palmar. C'est-à-dire du Tanakh en passant par les Hashmonaïm, et ensuite on fait une parenthèse et on reparlera de l'époque du Palmar du XXe siècle. Et on cache les yeux sur 1800 ans de Chachamim qui ne se sont pas battus. Eh bien les amis, si je pense que l'un est une erreur, mais elle est compréhensible, l'autre est tout autant une erreur, même si elle est compréhensible aussi. Aujourd'hui, nous devons réhabiliter toute l'histoire juive et comprendre que nos soldats aujourd'hui dans la bande de Gaza, ils sont porteurs de Yonatan Hashmonaï comme ils sont porteurs de la petite fiole d'huile de Masechet Shabbat. Et c'est fondamental de comprendre qu'aujourd'hui, Bédor, dans la génération de la Géoula qui est la nôtre, eh bien, nous ne devons plus faire le style Rabbi Yehuda Hanassi, qui a enlevé les combattants, et nous ne devons certainement pas faire non plus le style du sionisme laïque, qui a enlevé les Chachamim. Nous devons être les Chachamim qui sont les combattants qui sont les Chachamim. Réhabiliter toute l'histoire juive, remettre le nom de Yonatan à sa place pour pouvoir porter haut et fort les couleurs de la Torah de Rabbi Yehuda Hanassi. C'est parce que nous avons reconstruit notre État que la Torah portée par le Talmud peut devenir aujourd'hui une lumière pour l'humanité tout entière. Ce n'est certainement pas en effaçant les origines de notre résurrection nationale que nous allons pouvoir donner le message du judaïsme à l'humanité. Voilà, c'est tout. À vous les questions. J'ai vu qu'il y avait déjà des questions, je n'ai pas répondu. Finalement, c'est ce qu'ont fait les chrétiens. Je n'ai pas compris, il faut m'aider. Le livre n'est qu'en hébreu. Pour Megillat Hanouka, je ne sais pas. Je ne le connais pas en français. Peut-être qu'il existe, je ne sais pas. Et le judaïsme est devenu une religion, ce n'est pas une question. Il y a aussi le fait que ça en a répondu. Finalement, c'est ce qu'ont fait les chrétiens. Je n'ai pas compris la question. Trump et le Qatar ne nous arrangent pas à Gaza. Nahon, ils ne nous arrangent pas. Pourquoi tu veux qu'ils nous arrangent? Ils arrangent leurs intérêts. Ils n'arrangent pas les nôtres. Et donc, toi, il faut que tu viennes et tu dises non. Lo eretz nochia lakarnu. Comme a dit Shimon Hashmonaï. Ça, je l'ai mis dans le livre, ce discours. Nous n'avons pas pris une terre étrangère. C'est la terre de nos ancêtres, Ribbono shel olam. Voilà. Félicia a une question. Oui, Laura, si nous lisons vraiment ce que nous lisons dans la Tfila, on en parle du combat. Mais oui, on en parle, mais on ne dit pas les noms. Tmimim, tu as raison. Mais Agav, Me'atim Moul Rabim, ce concept de Me'atim Moul Rabim, c'est dans un des discours de Yehuda Maccabi. Alors, tu as raison, on dit que Alanissim parle des combats, mais il ne dit pas les noms des combattants. C'est-à-dire qu'on parle des combats, parce que c'est quand même Alanissim. Il y a eu des Nissim, à la Milchamot, à la Teshuot, mais je ne voulais pas que tu puisses te mettre un héros dans la tête. Donc, le seul personnage qu'on dit dans Alanissim, c'est celui qui n'a pas pris part au combat, c'est Matityahu Ben Yochanan, le vieux avec la grande barbe blanche. Et voilà, il manque un truc. Oui, elle manque. Je ne dis pas qu'il faut enlever Matityahu de Alanissim, hein. Au contraire, je dis qu'il faut parler de Matityahu, parce que c'est son éducation qui a permis à Yehuda et à Jonathan de faire ce qu'ils ont fait. Mais je dis, tu ne mets pas les autres. Ok, Ashrecha. Toda. Zach, autre question? Yochevet. Oui, et ça pose la question. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé votre point de vue. Et ça pose la question de la façon dont on définit le combat et l'identité. Quelle est votre question, Yochevet?
Je n'ai pas de questions. J'ai ce que je viens de dire, que j'ai beaucoup apprécié ce que vous venez de présenter, la façon de présenter, et que le thème que cela soulève, en tout cas, ça peut être entendu comme question, si on peut l'entendre comme question, c'est que cela pose le problème de comment on définit le combat. Est-ce que le combat, pour rester vraiment très simple et très, très résumé, est-ce que le combat est uniquement pour la terre? Est-ce que le combat est uniquement spirituel? Est-ce que le combat est pour l'identité? Est-ce que le combat c'est pour le Nitzachon? Ben, je vais Comment vous on définit le répondre. D'abord, combat? je pense que le Rav Cherki va parler de ça. Mais au-delà de ça, je pense que, enfin, ma réponse, telle que j'ai essayé de le dire, c'est que, évidemment que le combat n'est pas que, quel que soit le que vous mettez à la fin. C'est pas que pour la terre, c'est pas que, mais tu ne peux réaliser ton identité que si tu as réussi à retrouver ton indépendance nationale. Ce n'est que lorsqu'on est indépendant qu'on peut avoir un véritable message à l'humanité. Et notre Torah peut éclairer le monde entier, mais que lorsqu'on est indépendant, lorsqu'on est souverain, lorsqu'on est fort. Parce que nous dit le roi Shlomo dans Mishleh, Chochmat misken bezouya, udvara venav nishmaim. La sagesse du misken est tournée en dérision et ses paroles ne sont pas entendues. Oui, David Altar a levé la main. Question de Caroline Sylvain, et après j'aurai ma question à Rav. Pouvez-vous redonner les sources historiques de l'histoire des combats avec les Grecs? Bah, Sefer HaChashmonaïm. Sefer HaChashmonaïm, ou alors, lisez, tout est également marqué dans Megillat Hanouka de Chagi Ben Arzi, ou alors, vous regardez sur Wikipédia et vous demandez Kravot HaChashmonaïm, les combats des Maccabim, et ils vont vous donner le résumé de tous les combats. Rav, ce soir, devant l'allumage de la première bougie, après tout ce qu'on vit en Israël, etc., c'est quoi la kavana que vous allez mettre dans la Hanouka? Ah ben, je vais pas te dire, puisque il y a le Rav Yoel qui va parler de ça tout à l'heure. Aussi, non mais il va parler des Séphirot, etc., mais vous, par rapport à ce qui Il se passe faudrait en ce pas que je moment. dise un truc et qu'après le Rav Yoel, ils disent que c'est n'importe quoi. Donc, je préférerais me garder de toute chose. Voilà. Qu'est-ce que je pense qu'il faut faire? Je pense qu'il faut être conscient de l'époque dans laquelle on vit. Rav Fizon, Toda Rabba, Shavua Tov. Bonjour. Hazak ou Baruch.